blanche. Là, c'est une épaisse fumée noire qui commence à nous prendre à la gorge, aux yeux. On voit une sorte de fine pluie de cendres. Et tout ça, vous l'avez dit, eh bien, ça se passe entre la commune de Talleyrand et de Jonquière. Jonquière, c'est une ville qui a été évacuée, il y a 24 heures maintenant, en fin d'après-midi hier. Le feu s'était déjà arrêté une première fois, il avait déjà été maîtrisé. La reprise de feu, eh bien, elle date maintenant d'aujourd'hui. Les habitants, eux, sont très inquiets. On est passé à Jonquière tout à l'heure, on a vu déjà 5-6 maisons entièrement calcinées. Et là, eh bien, comment vous dire que eh bien, la situation est encore plus inquiétante, puisqu'on ne sait pas à quel moment est-ce que ce feu va s'arrêter. Est-ce qu'il va encore aller toucher des habitations? En tout cas, ce feu-là, il est imprévisible. On parlait également avec les pompiers, avec les locaux qui eux aussi sont inquiets. Vous en parliez tout à l'heure vis-à-vis de la reprise du vent. Le vent qui s'est levé, qui a changé de cap. Désormais, il vient vers nous. C'est pour ça que nous aussi, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur cette route pour éviter eh bien, de faire face au feu. Vous le voyez sur ces images également, eh bien, de nouvelles patrouilles de pompiers qui partent aider les hommes déjà mobilisés sur place. On a vu également pas mal de Canadair faire des allers-retours pour aller chercher de l'eau, également des hélicoptères bombardiers d'eau. Tout ça sur la commune de Jonquière, déjà où le feu est déjà passé hier. Merci beaucoup Pauline Sarafi depuis Jonquière. Surtout soyez prudente pour continuer d'en parler. On accueille en plateau le lieutenant-colonel le lieutenant-colonel Frédéric Haro, porte-parole de la sécurité civile. Merci d'être toujours avec nous. On le voit, des moyens qui continuent au fur et à mesure d'être déployés avec ces images en direct, parce qu'évidemment la situation reste extrêmement préoccupante. Le feu n'est toujours pas ni fixé ni maîtrisé, et puis parce que ça peut aller extrêmement vite. On le voit bien, surtout avec ce changement de vent, qui est un moment clé, alors qui est connu par les pompiers du secteur, qui ont l'habitude de travailler avec ce vent. Malgré tout, ça reste toujours un petit peu incertain. On a eu des zones qui ont brûlé, dans lesquelles on avait encore quelques feux qui étaient moins actifs, et on avait ce fond de flamme qui continuait. Avec ce changement de vent, finalement, ce sont des petits foyers qui étaient restés derrière, qui vont repartir dans une autre direction, donc avec un repositionnement de l'ensemble de ces moyens-là. Donc il s'agit non seulement d'aller chercher le feu là où il est, et de l'anticiper. Et donc avec un vent qui est changeant, cette anticipation, ce travail d'anticipation est tout sauf évident. Ce qui est très impressionnant sur les images en direct de nos envoyés spéciaux, c'est le nombre de camions de pompiers qui se succèdent, qui n'arrêtent pas d'aller en direction visiblement de ces flammes. Comment on décide dans le poste de commandement de dire ok, il faut là maintenant, on était à cet endroit-là, il faut passer à cet endroit-là? Qu'est-ce qui justifie d'envoyer des moyens qui étaient déjà prépositionnés à un endroit, de les faire passer à un autre endroit? Alors le poste de commandement essaie d'avoir en temps réel une vision la plus ajustée des choses, de l'étendue d'abord du feu, savoir où est-ce qu'il est vraiment actif, et de la répartition de ses moyens. Et à partir de là, faire ce travail d'anticipation. Dans le poste de commandement, il y a une cellule anticipation qui reçoit des bulletins météo toute la journée, qui reçoit les cartes les plus actualisées possibles, et tous les outils dont on peut disposer, notamment nos avions avec des caméras, nos hélicoptères, voire même des images satellites quand on active Copernicus, le système européen satellitaire. Et à partir de là, ils vont essayer de travailler pour anticiper et avoir ce temps d'avance sur le feu pour donner au commandant des opérations de secours. Et donc dans ce PC, il y a ce panier de Bruno Retailleau, mais aussi de François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Et il va y avoir donc ce déplacement du gouvernement pour évoquer cette situation, faire le point, Anthony Lebos, mais aussi pour montrer la présence de l'État, pour montrer que le gouvernement est en renfort auprès des pompiers. 3 membres du gouvernement que l'on va voir en direct sur BFM TV dans quelques instants. Là, vous venez de voir François-Noël Buffet arriver. Il a salué le sous-préfet de l'Aude, Rémi Rossiot, qui était sur notre antenne il y a quelques heures, avec l'accueil républicain qui est déjà prêt pour l'accueil du Premier ministre. Quelques minutes de retard, nous dit-on, du côté de Matignon pour l'arrivée de François Bayrou, qui va d'abord se voir recevoir un point de situation au niveau du poste de commandement que vous voyez sur ces images. Ensuite, il échangera d'ici une trentaine de minutes avec les forces de secours, avec les habitants sinistrés, les élus bien sûr, députés, maires, présidents du département, les habitants sinistrés également, les viticulteurs bien sûr. François Bayrou est attendu parce que
c'est le plus gros feu qu'a vécu la France depuis une vingtaine d'années maintenant. Le nombre d'hectares parcourus a dépassé le feu de Landiras en Gironde il y a près de 3 ans, où Emmanuel Macron s'était rendu ensuite dans la région une fois le feu fixé. Donc il y a des annonces sans doute qui sont attendues de la part du Premier ministre. Peut-être des mesures d'accompagnement d'urgence pour les habitants, des mesures de renfort aussi sur le terrain en fonction de l'évolution du feu. On sait que Sébastien Lecornu avait notamment annoncé que la nuit dernière, il y avait près de 50 militaires qui avaient renforcé les effectifs de gendarmes qui venaient aider les sapeurs-pompiers sur la zone. Donc on attend dans quelques instants la venue de François Bayrou. Et Anthony, c'est tout l'exécutif qui est mobilisé, puisque, on l'a appris en début d'après-midi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec des élus locaux du département de l'Aude. Oui, d'ailleurs sur votre antenne, on a entendu le maire de Sigean il y a quelques minutes, qui a reçu aussi cet appel, disait-il, réconfortant de la part du chef de l'État. Emmanuel Macron fait souvent ça dans le cadre de la gestion de crise. Il appelle les maires, il appelle les élus locaux pour avoir des retours de terrain, des remontées de terrain, aussi pour apporter son soutien et recevoir des informations, notamment sur le bilan humain, le bilan matériel, sur ce que les autorités ont besoin aussi sur le terrain. Emmanuel Macron est au fort de Brégançon et effectivement, il a passé, selon des sources locales, un certain nombre d'appels à plusieurs élus du département. On voit toujours ces images en direct qui nous parviennent, des pompiers, des élus qui attendent le gouvernement. On imagine qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'annonces qui vont être scrutées, puisqu'il y a aussi eu des discussions, des débats autour de l'état actuel de la flotte française, autour des promesses d'Emmanuel Macron. Oui, parce qu'en 2022, rappelez-vous, au moment de ces méga-feux en Gironde, Emmanuel Macron avait dit on va renforcer les moyens aériens, on va essayer de commander 4 Canadair en plus. La flotte française, pour ce qui est des Canadair, c'est 12 Canadair. Il y en a 11 qui sont en activité. Emmanuel Macron avait promis il y a 3 ans un remplacement progressif de ces 12 Canadair, 4 commandes de Canadair en plus. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui ont été commandées. Et encore, on les attend plutôt autour de 2030. Il y en a 2 autres qui avaient été commandés, qui ont été annulés par décret sous gouvernement Attal pour réduire les budgets. Donc c'est clair que la promesse n'est pas tenue. Et on entendait ce matin et tout au long de la journée sur BFM TV un certain nombre d'élus ainsi que de pompiers nous dire mais on avait besoin de ces Canadair pour accélérer notre défense et la maîtrise de ce feu. Donc François Bayrou devra évidemment répondre à ces questions. D'ailleurs, il y aura un point presse de la part du Premier ministre à l'issue de la première séquence qui devrait durer une bonne heure. Donc aux alentours de 17h, 17h15 à suivre évidemment en direct ici. Évidemment, lieutenant-colonel Frédéric, vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. En parlant des moyens dont ont évoqué le nombre Anthony Lebos, est-ce que nous avons assez de moyens aujourd'hui, à l'été 2025, pour lutter contre ce réchauffement climatique et ces incendies qui sont de plus en plus nombreux, qui sont aussi de plus en plus important sur tout le territoire? Il n'y a pas que seulement que le sud qui est concerné, il y a aussi parfois la forêt de Brocéliande. Est-ce qu'on a assez de moyens aujourd'hui? Alors pour répondre brut, on n'a jamais assez de moyens. Pour en avoir beaucoup plus, et voilà, ça a un coût, il faut être rationnel. On a les moyens qui sont appropriés au risque qui est le nôtre. À notre massif, à nos massifs, on a des massifs très différents, à notre surface, à notre population. On voit bien ce risque. On a eu les annonces depuis 2022, effectivement, de l'acquisition de 4 nouveaux Canadair et du renouvellement de la flotte. Mais ça fait 10 ans, 15 ans que la sécurité civile travaille d'abord aux effets du dérèglement climatique sur nos catastrophes naturelles. Alors, les feux d'un côté, les inondations de l'autre et tout ce qu'on a entre les deux. Et donc, pour adapter cette réponse opérationnelle, avoir une réponse opérationnelle appropriée. Ça passe par les Canadair, mais pas que. La force de la France, c'est d'avoir d'abord la plus grosse flotte d'Europe en moyen aérien. On a 39 avions et hélicoptères bombardiers d'eau, et surtout une flotte qui est diversifiée. On a nos 12 Canadair, on a nos avions Dash, on a nos Air Tractor, on a nos hélicoptères lourds, légers, et avec toute cette flotte-là, on arrive à faire un travail très complémentaire. On va adapter telle ou telle machine, suivant la phase du chantier, suivant qu'il commence ou qu'on est en pleine phase d'évolution, et puis en fonction du massif, suivant qu'il est accessible ou non accessible. Et ça, c'est notre force. On a besoin de plus. On voit bien que le changement climatique induit des feux qui sont plus grands, plus récurrents, plus forts. Et donc, il nous faut aussi des moyens de réponse qui sont adaptés, aussi bien au niveau terrestre qu'au niveau aérien. C'est l'objet de la commande de Canadair telle qu'il a été fait, sauf que les Canadair, ils ne sont plus produits depuis 2015. Donc, il a fallu s'adapter à ça, d'où les attentes qu'on a de pouvoir les recevoir. Et à partir de là, on n'a donc pas attendu la livraison de ces premiers Canadair. On a loué des machines, on a loué les Air Tractor, on a loué des super Puma qui nous permettent de continuer. On a loué à d'autres pays européens? À des pays, excusez-moi, à des sociétés dont c'est le travail finalement qui louaient ça déjà à d'autres pays. Il y a des pays qui pratiquent cette location de longue date. C'est pas trop dans la culture française. La culture française était vraiment de posséder notre flotte. Les départements faisaient ça, mais on le faisait pas trop au niveau national.
on y vient parce qu'il y a une urgence, il y a cette urgence climatique. Et donc on y répond. Et priorité au direct, lieutenant-colonel Haro, avec l'arrivée évidemment du Premier ministre François Bayrou sur cet incendie dans l'Aude, à Saint-Laurent de la Cabrerie, au poste de commandement. Le voici, François Bayrou, qui va s'entretenir évidemment avec les élus, Anthony Lebos, mais aussi avec les acteurs qui sont sur le terrain. Voilà, accueilli par François-Noël Buffet ainsi que le sous-préfet de l'Aude. On voit aussi Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui accompagne le Premier ministre. Première étape donc de ce déplacement du Premier ministre, c'est ce point de situation au poste de commandement. Là, on est précisément sur ces images au stade municipal à Saint-Laurent de la Cabrerie, dans l'Aude, avec cet accueil républicain que vous allez voir en direct. Le maire, le député, la présidente du département. Il y aura bien sûr des échanges aussi avec les forces de secours qui sont mobilisées. On parle de plusieurs milliers de sapeurs-pompiers qui sont mobilisés, des centaines de gendarmes également, avec des renforts qui sont arrivés de plusieurs zones de la France. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, avait même annoncé le renfort aussi cette nuit de 50 militaires supplémentaires pour accompagner les sapeurs-pompiers sur le terrain. Donc il va au fond recevoir toutes les informations dont il doit disposer justement pour avoir une vision globale de la situation, à la fois sur les moyens terrestres, sur les moyens aériens aussi. Des Canadair sont toujours engagés, et puis ensuite il échangera aussi avec des habitants sinistrés. Il y a bien sûr un bilan qui est lourd, avec une femme qui est décédée, des habitants qui ont dû être évacués. Là encore, des pompiers qui ont été blessés absolument. Le sous-préfet de l'Aude sur notre antenne nous avait rapporté cet accident d'un camion de pompiers. Donc il y a aussi une forte attente de la part des habitants qui sont sur place pour être accompagnés avec des mesures d'indemnisation qui devront être proposées par l'État. Évidemment, tout ça, c'est une situation de crise, une situation d'urgence. Évidemment, le gouvernement est mobilisé pour le plus gros feu de cette année, et même de ces 20 dernières années. Cet après-midi ainsi que ce matin, il y a eu plusieurs réunions de crise, notamment au ministère de la Transition écologique et de la Forêt, présidée par la ministre Agnès Pannier-Runacher, pour faire le point sur cette situation. Donc on attend évidemment avec forte impatience la prise de parole de François Bayrou. Et c'est un déplacement qui est attendu également par les élus locaux. On les a eu tout à l'heure en direct avec nous, qui nous disaient oui, il faut que le gouvernement soit présent, c'est leur place d'être ici avec nous aujourd'hui, parce qu'on a des dizaines de personnes sinistrées, parce qu'on a aussi des interrogations sur l'avenir. Ça, le gouvernement va devoir y répondre dans les prochaines minutes. Oui, et on entendait, j'y reviens encore, le maire de Sigean sur notre antenne, qui a reçu ce coup de fil d'Emmanuel Macron, qui venait prendre quelques nouvelles du côté des élus locaux, et qui disait, ce maire: je suis épuisé par cette succession de crises. C'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que l'Aude ainsi que d'autres départements du sud-est sont en proie aux flammes et aux incendies, d'autant plus que la saison des feux est beaucoup plus intense, la férocité des flammes est accrue. Elle est plus longue également. Plus longue aussi, et puis bien sûr il y a la multiplication des feux avec des zones géographiques beaucoup plus étendues en quelque sorte. On a suivi aussi au début de l'été en Bretagne des incendies. Donc effectivement, ces élus locaux sont assez désespérés, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de moyens, ils ont aussi besoin d'être rassurés, et c'est pour ça que l'État est sur place sur le terrain avec François Bayrou, qui donc salue les autorités ainsi que les pompiers dans quelques instants. La question des moyens, évidemment, qui va être au cœur de ces échanges entre les pompiers, les élus et les membres du gouvernement, colonel. Ces moyens, on le disait, ils ne sont jamais véritablement assez nombreux. Il y a ces commandes qui sont en cours. Mais il faut aussi rappeler que ça coûte extrêmement cher. C'est pas si facile d'acquérir un nouvel avion, un nouveau Canadair. C'est compliqué. Et pas seulement de l'acquérir. Un Canadair, c'est de l'ordre de 60 millions d'euros. Mais c'est pas juste l'achat, c'est le maintenir, c'est former les pilotes, c'est maintenir un pool de pilotes qui va. C'est comme un hôpital, c'est pas juste avoir l'hôpital, c'est avoir les médecins qui vont dedans. Le Canadair, c'est pareil, il faut tout son pool de maintenance, il faut ses pilotes, il faut tout le monde. Et donc ça nécessite un investissement, et on le fait, cet investissement. Mais encore une fois, ce qui fait notre force, c'est d'avoir au quotidien un dispositif que sont les services départementaux d'incendie et de secours, qui savent répondre au quotidien, aux interventions du quotidien et aux grosses interventions. Et dès lors qu'on va atteindre une certaine ampleur qui va dépasser les limites capacitaires du département, eh bien on va faire venir les départements voisins qui vont venir en renfort, voire même des départements encore plus loin. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a des groupes feux de forêt qui arrivent du nord de la France pour aider leurs collègues du sud. Et puis on a même ce filet supplémentaire que sont les pays voisins, avec un mécanisme, le mécanisme européen de protection civile. Alors ça, est-ce que ça marche toujours en sachant que la plupart des pays européens sont aussi
touchés par des incendies simultanément. C'est vrai, ça aussi c'est un des effets du dérèglement climatique, d'avoir cette simultanéité. Et on a vu comme en 2017, on avait vraiment eu cette scène-là, d'avoir des feux du Portugal jusqu'à la Turquie. Et pour parer à ce genre de situation-là, l'Europe a pris les devants et a créé un dispositif en 2019 qu'on appelle Rescue, où l'Europe a acquis des moyens supplémentaires. On voit sur vos images depuis tout à l'heure un hélicoptère Super Puma, blanc et bleu, là, qui évolue sur le site. C'est un moyen du Rescue. Ce sont des moyens qui ont été financés ou cofinancés par la Commission européenne, qui sont hébergés par les pays. Ce Super Puma... C'est-à-dire que c'est un hélicoptère qui n'est pas français, mais qui est mis à disposition par l'Union européenne. Cet hélicoptère, on le loue. Donc c'est un hélicoptère privé qui est loué par la sécurité civile avec un cofinancement européen. Et donc on peut en bénéficier tout au long de l'année, tout au long de la saison, avec le soutien de l'Europe. Et si jamais une situation venait arriver, par exemple, en Grèce ou au Portugal, alors même que tout le monde était touché, un de ces moyens-là pourrait être mobilisé. Anthony, vous vouliez réagir, commenter peut-être ce qui se passe? Oui, je voyais le micro BFM TV à côté du Premier ministre, peut-être qu'on arrivait à l'entendre, mais pour revenir, lieutenant-colonel, à ce mécanisme de solidarité européenne, est-ce que la France peut demander de l'aide à d'autres pays européens pour faire venir par exemple des avions? Bien sûr. Est-ce qu'elle l'a fait? On l'a fait en 2022 avec des moyens terrestres. On le fait régulièrement quand on a des situations de ce genre-là. On l'a fait pour des pompes dans le Pas-de-Calais quand on a eu les inondations. Et on envoie nous régulièrement des moyens. On l'a fait encore récemment en Grèce. Alors qu'on voit le Premier ministre François Bayrou qui est en train de s'entretenir avec des pompiers qui ont été mobilisés sur cet incendie, des pompiers qu'on voit marqués, avec aussi des marques noires qui montrent qu'ils ont été au contact direct des flammes. Lieutenant-colonel Haro, c'est aussi ça ce qu'il faut souligner, c'est que ces hommes et ces femmes qui sont en train de lutter depuis maintenant plusieurs heures, presque 24 heures, sur cet incendie, c'est tout simplement exceptionnel et il faut saluer leur travail. Alors on parle des pompiers, on parle des forestiers, on parle des des comités communaux feux de forêt, on parle de tous les bénévoles, des forces de sécurité qui sont les gendarmes, les polices municipales. C'est tout ce monde-là qui est sur le pied de guerre. Et donc on parle là de 2000 pompiers, mais de 2000 pompiers qui doivent durer dans le temps. On sait comme c'est éprouvant, d'abord l'effort physique, la chaleur, le port des tenues d'intervention. C'est 6,5 kg, je crois, une tenue de pompier. À minima. Et donc il faut maintenir cette capacité dans le temps. Donc c'est des rotations, c'est des temps de repos. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de monde pour pouvoir assurer cette rotation permanente. Et la question, c'est aussi de protéger les populations civiles parce qu'on a des territoires qui sont très proches, des habitations qui sont parfois au milieu des forêts, au milieu des massifs. C'est aussi ça la difficulté. Et c'est ce qui fait la difficulté de ce type de lieu-là. Alors on est sur une zone qui est très touristique, avec des campings, avec des points sensibles. On l'a vu aussi un peu au Pen Mirabeau ces dernières semaines, avec vraiment une proximité forêt-maison. Nous, on sait attaquer un feu, on va attaquer un feu sur ses flancs. Alors toujours très difficile d'attaquer sur le front de flamme, parce que c'est tellement violent, tellement grand. On va l'attaquer sur les flancs pour tenter de le redresser et de le bloquer. Mais dès lors qu'on a des points sensibles, des habitations, des campings à gérer, la priorité, c'est la préservation de la vie humaine. Oui, écoutez, le Premier ministre entretien avec des agents de l'ONF. Moi, je suis experte au niveau national. Vous êtes basé où ici? Je suis basée à Avignon, mais je peux être déportée partout en France. Là, le feu apparaît à fixer. Je suis pas sûre qu'on puisse dire fixer. Il y a encore des feux actifs. En protection civile, on est très inquiet pour demain surtout. Oui, avec le vent. Avec le vent qui va se relever et peut-être dans le mauvais sens, quand ça va réactiver des lisières. Parce que là, c'est le vent marin qui s'est levé Demain, il va être plus fort. et qui apporte de l'humidité un peu. Non, Ça va bien m'arranger. au contraire, la difficulté, c'est qu'il va Il attise quand même. des lisières dans le mauvais sens. Merci d'être là. J'ai été appelé de femme. Ah, chut. Toi, tu l'aimes bien Bayrou, moi j'aime bien Barbier. François Bayrou qui salue, vous le voyez, à la fois des agriculteurs, des élus, des membres également de l'ONF. On va écouter Faut encore que le quelques portable échanges regarde la du télé Premier aussi. ministre François Bayrou. Il est élu pour ça. Il était élu. Là, il voit tes jambes, hein. Il prend tes jambes, il prend pas. Le Premier ministre Safo Belko, président des vignerons indépendants de l'Aude à la fédération. C'est ton organisation. C'est ça. Monsieur le Premier ministre Jean-Baptiste Saveyrol, des membres du bureau des jeunes agriculteurs national. Putain, il a l'accent corse, lui, on dirait. Merci
Vous voyez donc ces images de François Bayrou qui continue de saluer énormément de monde, qui attend les membres du gouvernement pour émettre des demandes. Anthony Lebos, vous souhaitiez peut-être ajouter un mot à propos de l'ONF. Eux aussi, ils ont un rôle extrêmement important. Oui, on parlait des forestiers, et d'ailleurs François Bayrou en a salué quelques-uns, là il salue des pompiers. Mais aujourd'hui, je vous disais, s'est tenue notamment une réunion de crise au ministère de l'écologie et de la forêt, présidée par Agnès Pannier-Runacher. Et à l'issue, il y a eu un communiqué de presse qui a été envoyé aux rédactions, et ce communiqué annonce notamment qu'en complémentarité avec les moyens du ministère de l'Intérieur, 100 patrouilles de l'Office national des forêts seront réparties sur l'arc méditerranéen pour essayer justement de limiter d'autres départs de feu, parce qu'il y a évidemment un risque dans les départements voisins, et aussi un risque évidemment toujours de reprise de feu, d'exacerbation de ce feu dans le département de l'Aude. Et justement, ces agents de l'ONF, de l'Office national des forêts, Kevin Fleury, ils évoquaient la situation de l'incendie sur le terrain, et ils se disaient très inquiets pour demain, notamment en raison de la reprise du vent. C'est ça qui va nous interpeller nous arrêter. On va s'arrêter là-dessus pendant plusieurs heures pour savoir comment va évoluer la météo. Oui, en effet, et c'est pour cette raison aussi que le vent reste surveillé à l'heure actuelle. On est sur du 30-40 km/h. Dit comme cela, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, vous ne voyez que très rarement sur nos cartes météo. Vous savez, ce petit signal qui vous dit attention, il y a du vent, et on vous met la valeur attendue en journée. À 30-40 km/h, ça n'apparaît quasiment jamais. Sauf que là, le risque est tellement élevé, avec une végétation très sèche, avec une température qui ne cesse de remonter, un taux d'humidité très bas, que la moindre rafale qui va s'engouffrer dans un incendie peut provoquer une catastrophe et peut aider cet incendie à se développer très rapidement. Alors demain, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'Aude va repasser en vigilance jaune sur notre carte météo des forêts, donc le risque de feu de forêt est rétrogradé. Pour autant, un niveau 2 sur 4, c'est comme sur les cartes de vigilance. Alors on va réécouter quelques échanges avec le Premier ministre François Bayrou qui s'adresse à des pompiers. Au service du département de l'Aude. Moi je suis sapeur ici au centre de Saint-Laurent. Je suis fonctionnaire à la communauté. Je suis le chef de centre volontaire de Saint-Laurent. Et dans le civil? Je suis régisseur viticole. Le ministre adjoint au maire à Saint-Laurent de la Cravoirie, viticulteur et éducateur spécialisé en arbre. Vos vies ont été touchées? Partiellement, mais bon, elles ont été touchées. On aura sûrement une très petite récolte. Le micro va lui rentrer dans la tronche. C'est assez catastrophique. Bonjour monsieur le ministre, habitante de Saint-Laurent de la Cravoirie, c'est pas monsieur viticole. Petite, elle, hein. C'est Saint-Laurentais. Toi, ne parle pas. Hein. Mais la petite, c'est une fenêtre là. Voilà, François Bayrou qui continue de s'entretenir avec des personnes sinistrées. Il y avait notamment ce viticulteur il y a quelques instants qui évoquait que ces vignes avaient été touchées partiellement, mais qui entraîneront une situation catastrophique, dit-il, avec de très petites récoltes. Lieutenant-colonel Haro, vous êtes toujours avec nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant François Bayrou est en train de s'entretenir avec tous ces élus locaux, également le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui sont toujours sur le terrain, en train de lutter depuis maintenant plusieurs heures. Et forcément, c'est de plus en plus compliqué de tenir dans la durée. Changement de vent là, ils sont dans une posture de changement d'organisation pour se redéployer. Et donc c'était des zones qui brûlaient, qui étaient moins attisées par le feu, qui étaient dans le brûlé, et qui avec un changement de vent vont finalement trouver du combustible et repartir dans une autre direction. Et donc c'est un travail qui est... On va à nouveau, Frédéric Haro, pardonnez-nous, on va à nouveau écouter les échanges de François Bayrou. Une personne décédée, un blessé grave, brûlé, et puis un blessé, et puis on a 11 pompiers aussi qui ont été blessés. La personne disparue a été retrouvée. Voilà, hein, on avait en fait la toiture qui était tombée sur le plancher, et donc on n'avait pas une nouvelle de ces personnes le soir. Elles se sont manifestées ce matin, donc la personne disparue a été retrouvée. Donc des vrais enjeux humains, voilà, avec une évacuation du camping à la Palme sous l'autorité du préfet pour prendre des mesures de prévention. Il n'entend pas. On avait 4000 personnes qui ont été évacuées au total sur les différents sites. Et on est voilà, sur des enjeux importants. Wow. Sans un caméraman, hein. Le ciel, on voit rien. Oui, on voit, il vient de fumer, le feu l'a repris. Il n'y a même pas le soleil. Voilà, évidemment, le Premier ministre Bruno Retailleau qui regarde
regarde avec admiration sans doute ces pilotes d'hélicoptères qui vont lutter contre les flammes. On va réécouter. Ouais, mais tu vois pas que sont cons eux aussi. Déjà, il tourne le dos à la caméraman. Il est beau le dos de Bayrou, hein, avec sa calvitie. Ouais, c'est clair. Il y a une belle, hein. C'est un peu. Tapis roulant. Regarde, regarde, il a jamais vu un Canadien ou quoi, lui? C'est beau, hein? Deux hélicoptères lourds et deux hélicoptères légers également. Des moyens conséquents. T'as mis l'atterri ou il fait quoi l'hélico? Voilà, des enjeux humains. Nous, après les autres enjeux, c'était la météo. Hein. On avait hier une vigilance rouge météo pour l'Aude. On sait que c'est un département, voilà, comme le reste de la France, et le reste de la partie sud, qui est sec et où effectivement on a peu d'humidité, mais on a surtout voilà, des vents importants. Donc on avait ce jour les départs du feu 65 km/h de vent, mais on avait en même temps 25% d'hygrométrie et 35 degrés en température dans des conditions d'époque. Mais lui là, ça va tranquille. Important et pour autant, voilà, Connard. on a eu dans les biens, il y avait près de 3000 habitations et là on a eu quand même 25 habitations touchées, détruites ou impactées. Donc c'est de temps entre l'alerte les premiers engins, on a des délais très courts. Il y a l'équipe de l'ONF qui passe avant, il y a 3 minutes 30. Donc les premières équipes sont prépositionnées sur le terrain avec 4 engins. Ce qui a permis, c'est qu'il y avait un dash qui était en vol armé, qui a détecté, qui a pu commencer à mettre de l'eau. Et les conditions Dans les étaient 5 minutes, là, il était quasiment la verticale de cette zone-là. Il s'est rendu sur le départ et là, il fait un premier largage du coup de 11 tentes de retardant. Nous, on avait 4 camions de 4000 litres chacun. Bon, il présente, il passe un message tout de suite, un feu en phase constante. On l'a vu avec l'ONF, des vitesses, pas forcément de propagation en distance, même si on était à près de 5 km/h, mais on était surtout à 1000 hectares à l'heure dans ce feu qui a été dans des proportions très importantes par rapport à sa végétation. Donc là, voilà, des biens. C'était quoi comme végétation? Des broussailles? On est sur une pinède là, fournie avec des feux vraiment qui montaient en cime, hein, avec des hauteurs de 10-15 mètres de haut. Et donc avec le vent? Avec le vent, voilà. Et l'effet de pente, c'était, voilà, ça franchissait des espaces et des sauts. Et du bois mort, un dépérissement qui est identifié. Voilà, l'ONF nous avait alerté, ça fait 2-3 ans, qu'on a une végétation où les modèles qu'on avait sont plus les mêmes. Donc il faut qu'on se prépare à être surpris par le fait que les propagations sont au-delà de celles qu'on s'est préparées dans les années précédentes. Il n'y avait qu'un seul département en rouge pour feu de forêt, c'était 5 sur 6. C'est ça, les charges, c'est ça. Ah, c'est clair, c'est clair, on est là-dessus sur... Ouais, c'était fin juin, le 29 juin, on avait déjà eu des feux importants. Donc voilà, sur... Le gars avec son barbecue, il a mis 7 foyers déclenchés, 7 foyers d'incendie, premier grand feu ici. Ah, super. Et là, on n'a pas encore, on ne sait pas si c'est plus gros, On n'a pas, il y a une enquête sur l'égide du procureur, et puis là, on a des équipes pluridisciplinaires qui sont en place avec l'ONF, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers qui font l'analyse de recherche. Il suffit d'un mégot de cigarette. Si la végétation elle est sèche. Là, on est aujourd'hui, la météo, on disait hier qu'elle était de l'ouest. Là, vous voyez qu'on prend les particules parce que le vent est en train de venir. Ça rappelle, voilà. Et puis, du coup, 15 000 hectares parcourus, c'est plus que la commune de Paris par rapport à ça. Si l'arrière du feu devient la tête du feu, ce qui est brûlé ne brûlera pas quand même. Oui, mais l'arrière du feu, cette partie arrière, qui du coup pourrait se propager. Donc, le maire de Ribotte, voilà, on est à ses côtés. Et nous, on a des moyens conséquents aussi en lien avec l'état-major de la sécurité civile pour avoir des bulldozers, pour créer des pistes pour justement accéder aux lisières, mais aussi du retardant terrestre qu'on a mis pour permettre aussi de traiter tous ces 90 km de lisières. Donc il nous reste un gros travail par rapport à toutes ces actions déterminantes pour espérer cesser dans le demain ou après-demain. On a des renforts qui sont venus de toute la France, de l'Ouest, du Loir-et-Cher, que ça soit aussi de la Gironde,
et que ça soit effectivement de la zone sud-est et bien sûr d'Occitanie. Voilà, 1500 pompiers de toute la France et avec des postes de commandement parce qu'on a sur ces distances de lisière des outils informatiques et cartographiques qui nous aident à se situer. Mais voilà. Combien de postes de commandement vous avez sur les 90 km de lisière? Là, on a 4 postes de commandement engagés. On a un poste de commandement ici central et après, on a la partie avant, la partie droite et la partie gauche. Qui nous fait à peu près 40 km c'est ça, chacun. C'est ça, exactement. 30 km de lisière chacun pour permettre de distribuer le rôle de chacun. Donc là, vous avez le départ du feu. Ça, c'était l'avant du feu. Donc là, on a 28 km entre le départ et l'arrivée. Mais on a 90 km dans ces contours. Donc ça illustre l'enjeu. Donc ça, hier, on était sur l'avant du feu. On voit qu'on a eu à Roquefort des Corbières des actions déterminantes sur le plateau pour éviter qu'ils sautent l'autoroute, même si on avait des moyens. Et à l'avant, les enjeux des campings qu'on avait évacués en mesures préventives et d'anticipation. On voit que ça maintenant, voilà, le dispositif est redistribué parce qu'on a des actions à faire à l'arrière, puisque le vent est en train de basculer. Donc ça veut dire que si on ne fait rien, il peut continuer à se propager. Donc quand on connaît le niveau de sécheresse, il faut vraiment qu'on soit mobilisé sur chaque saute de feu. Parce que là, c'est ça qu'on observait aussi. À 200 mètres, à 500 mètres, on avait des feux qui redémarrent en fait par le fait que la simple bégule ou étincelle qui vient d'une de pain ou quoi permet de réactiver un nouveau foyer. Donc c'est ce qui amène à ce qu'on ait eu 1000 hectares par heure dans les distances parcourues. Donc voilà, quelque chose de conséquent à travers voilà, cette illustration. Donc 15 communes, donc ça rappelle voilà, les maires qui sont sensibilisés dans l'autre par rapport au risque feu de forêt comme le risque inondation. Il y a les maires qui ont activé leur plan communal de sauvegarde et qui sont sensibles à ces questions de sécurité. Du coup, voilà, apportent des comportements adaptés, mais pour autant, là, des configurations qui en plus se font de nuit. On a eu un départ à 16h30, à 21h, la nuit tombée, donc des actions importantes à travers un feu et sa vitesse de propagation, avec la traversée de villages en nombre, et je le redis, avec 2200 personnes engagées. Qu'est-ce que vous aviez comme engin terrestre? On était sur des engins terrestres, on en a près de 600. Mais le camion élémentaire, c'est ce type, c'est ce qu'on voit derrière. Donc ça, c'est l'élément de base pour les sapeurs-pompiers. Ça s'appelle un camion citerne feu de forêt. Et du coup, ça transporte 4000 litres d'eau. C'est armé par 4 pompiers. C'est avec une cabine sécurisée. Donc c'est là aussi où les gens peuvent se mettre en sécurité à travers un appel de détresse. Et un parapluie. Donc ça, voilà, ça fait partie des éléments où on en avait plus de 150 de ce type-là sur ce feu, et plus de 60. Et comment ça pénètre dans la nature, les fossés? Là, c'est une configuration 4x4, donc tous les pompiers sont formés à la conduite de type 4x4 pour ce type de véhicule. Et l'autre échelon de commandement qui se base sur le fait que chaque homme peut commander 4 personnes. On a 4 camions de ce type-là avec un véhicule tout-terrain qui lui commande voilà, ce qu'on appelle ce groupe d'intervention feu de forêt qui permet voilà, d'organiser, d'avoir des actions. Prépositionné en fonction de l'alerte, tout à fait, risque. Et des zones à risque. On a le département de l'Aude qui est en 9 zones météo. Donc là, on avait les 3 quarts qui étaient très sévères. Donc on avait concentré, même si la zone était étendue, donc ça rend l'exercice difficile. Mais tous les soirs et tous les matins, en fonction de l'exercice météo national, on avait la prépositionné 21 secteurs, en plus des 45 centres qu'on a qui maillent le département pour arriver à répondre au principe frapper vite et fort avec justement tous les feux naissants. Et pour autant, voilà, pour la première fois de cette année, on a mobilisé, tu sais, le protocole les Festos avec l'armée. Mais lui aussi, il a une calvitie, avec ses cheveux gris. Alors lui, c'est vraiment une tête de con. Lui, c'est bien le mec, je peux pas me le voir. C'est ça, on est engagé là demain. Comment ça? Voilà, les cheveux blancs. Là. Et arrête, il a un trou dans la tête. On peut creuser un peu. Il a les cheveux plus clairs sur le dessus que dessous. Mais il a un trou là, t'as bien vu? Ouais, on voit qu'on est d'alternance, d'Alpinède, on est vraiment. Et t'as vu, on dirait qu'ils ont de la cendre qui tombe du ciel. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je crois qu'il y a de la cendre qui tombe, parce que regarde, lui aussi il en a. Lui aussi, et lui sur les cheveux. Il dort de la cendre. Eh oui, non, mais parce qu'en fait, avec le vent, ça. Ouais. Une cendre qui tombe et qui est chaude, ça prend feu aussi. Hein. Ça va lui prendre feu là, il n'aura plus de cheveux là. Il aura plus de signesse. Qui crève, moi ça me dérange pas, ça va pas me gâcher ma vie. Sur notre avenir à nous, petites communes, de ne pas vivre des 24 heures, comme on vient de vivre. L'idée de ma vie était le même. Traumatisantes pour nous élus. T'as rien fait ce monsieur en fait. Tu le connais même pas. Qui? Le monsieur là qui dit qu'il peut crever, ça va pas se changer de vie. Mais je parle pas de lui qui parle. Non mais tu parles de l'autre, mais tu ne connais pas ce monsieur, il t'a rien Bayrou. fait. Quand tu parles de celui qui est tombé le. T'as dit il a un trou dans la tête, je peux pas me le voir. Ah non, c'est Retailleau.
une fois au départ. Oui, Il mais n'a en jamais tant que parlé, politique, tu c'est sais un pas con. ce qu'il est, tu sais pas s'il est gentil, méchant, tu connais pas. Oui, toi aussi, Sauf toi, qu'il a une tête qui te revient pas, et bah c'est comme mamie. mais... C'est le même, t'es comme mamie. On est pareil. Bah ouais, le même signe, on remarque ça. Oui, de la cendre, regarde. Tu sais, sur le... Ça, c'est notre occupation. Oui, sur la casquette, là, il a plein de sang. Préoccupation, donc c'est quand même des charges importantes. Un désastre environnemental. Lui, c'est le maire, je crois. Ouais, c'est le maire de la ville. 2000 hectares Tu sais? brûlés. Oh, tu le sais. Donc ça fait quand même... Il a la... Ah, tu vois, j'ai raison. Mais putain, mais je connais tout. Hein. Truc de fou. De temps en temps, mais on préfère quand même les avoir que de voir des paysages comme ça, parce que c'est un vrai désastre et que ça va mettre quelques années. Mais il a un problème de voix, non? Il parle bizarrement, il... Tu sais, on dirait qu'il a la langue collée. Ah oui, il a un cheveu sur la langue, les zézettes. C'est les gens qui ne placent pas de leur langue quand ils parlent. Ils plaquent leur langue contre les dents. Attends. Zoui. Ukraine. Non. Il est allé... On parlait de 15 communes, ça représente de 3 000 à 4 000 habitants. Il a un peu le même problème. Bayrou, lui, il a un autre problème, c'est quand il parle, il bug. C'est A, Z, Lu, non, ça va mieux, mais il a un problème de ça, lui. Ça, c'est quand il est énervé que c'est comme ça. Alors, je Ukraine. Bégaye. Donc tout ça, il faut le prendre en compte de respecter. Et l'autre et le dernier désastre, c'est le désastre agricole et économique. Ici, il y a 600 hectares de vignes qui ont été coupés-feu. Ok, tout le monde doit féliciter les vignerons. Ces 600 hectares, ils sont perdus, ne feront pas de vin. Ça fait la fumée sur les raisins, ça fait de vin et de la fumée. Je plaisante même avec le ah, vas-y, j'ai un fond de merde, moi. Donc il faudra jeter tous ces raisins. Donc demain, les vignerons... Non, l'assurance ne marche pas. Il y a un mois des vendanges, les gens étaient contents après 3 récoltes difficiles, et vous le savez, et votre ministre de l'Agriculture, c'est très bien parce qu'elle a bien défendu notre viticulture. On était à peu près contents d'une récolte qui nous donnait un peu le sourire, parce que je suis aussi vigneron, donc je connais bien le problème, qui nous donnait un peu le sourire à un mois. Ah, il a encore un hélico. Perte totale d'une récolte. Après 3 récoltes difficiles. Donc demain, chez les vignerons, qu'est-ce qu'on a fait? On les suit tous et on fait un désert de musée Grévin où on les aide franchement et solidement. Vous avez le choix. Je vous laisse le choix. Oui, c'est s'énerve contre le ministre. Vous laissez mon ami Jean-Marie Fabre, le président du vigneron indépendant, j'ai occupé cette place, c'est le premier qui m'a appelé hier soir. J'ai occupé cette place pendant 10 ans. Donc je connais bien tout le monde de cette place. À un moment donné, comme les chefs d'entreprise, on a des salariés, parce que demain, je leur dis, on va rentrer dans la salle, travailler. Il se retourne à chaque fois. Ça va aller vers la de commandement. Il a notamment eu un échange avec le maire de Saint-Laurent de la Cabrerie, qui a eu des mots très forts auprès du Premier ministre. Il parle de catastrophe, il parle aussi de 24 heures traumatisantes et on le comprend bien. Il évoque aussi un désastre agricole avec des impacts évidemment très importants sur toute la viticulture et tous ces viticulteurs qui avaient connu une mauvaise récolte pendant plusieurs années consécutives, qui s'attendaient à avoir une meilleure récolte en septembre et qui finalement ont une fois de plus tout perdu. Ils ont également demandé à penser à refaire la forêt, d'avoir une mobilisation générale de l'État pour que État, élus et aussi ingénieurs agricoles, ingénieurs de la forêt, les membres de l'ONF puissent repenser à comment replanter nos forêts avec de nouvelles essences d'arbres pour
peut-être avoir, Kevin, une meilleure adaptation à ce réchauffement climatique? Oui, on a eu des informations très importantes à travers les mots donnés par le directeur des secours tout à l'heure. C'est une pinade fournie donc, qui a brûlé avec un feu qui progressait entre 5 et 6 km par heure. Il y a 28 km de distance entre le point de départ, donc le point de naissance de ce feu, et son arrivée. Imaginez 28 km de distance, avec tout autour 90 km de lisière, parce que ça a été rappelé très bien. On est dans une zone qui est vallonnée, avec une géographie très particulière. Donc vous avez un feu qui va tout d'un coup partir un peu plus sur la droite, un peu plus vers l'ouest, en raison de cette géographie. Un feu en tout cas très énergique, avec une capacité de brûler 1000 hectares par heure. Ce sont quand même des mots très forts qui ont été donnés par le directeur des secours sur place. Et c'est un incendie qui avait été détecté par un Dash qui opérait une surveillance, ce Dash qui a attaqué immédiatement le feu, mais qui n'a pas su le contenir évidemment, tant les rafales de vent étaient importantes. Anthony Lebos, ce type de visite pour le gouvernement, c'est évidemment essentiel. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est une visite presque obligatoire, montrer qu'ils sont sur le terrain, qu'ils sont présents, ou il y a également des annonces à en attendre? On aurait reproché au gouvernement de ne pas se rendre évidemment sur place. Ce feu est d'une ampleur exceptionnelle. C'est le plus gros feu qu'a connu la France depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai, cette ampleur-là est incarnée aussi par le témoignage assez fort qu'on vient d'entendre en direct par Xavier de Volontat, le maire de Saint-Laurent de la Cabrerie, qui demande à François Bayrou d'être une impulsion pour des actions concrètes. Et il le dit très directement et très fermement d'ailleurs au Premier ministre. Il faut aller très vite et être très efficace. Parce que c'est vrai que ce discours-là, on l'entend en fait depuis bon nombre d'années. Et déjà en 2022, déjà en 2022. 2022. En Gironde, on disait il faut tout repenser. Finalement, on n'a pas vu beaucoup d'évolution. On l'évoquera peut-être avec vous, le temps que colonel Alexandre Joissard. Et quelques mois plus tard, d'ailleurs, après juillet 2022 et ces méga feux en Gironde, Emmanuel Macron avait tenu une réception à l'Elysée où il avait annoncé justement la création de la météo des forêts, d'un plan pour reboiser les forêts, de replanter 1 milliard d'arbres en France d'ici à 2030 pour essayer de réaménager aussi les forêts. Et finalement, on entend encore une fois les mêmes plaintes en quelque sorte, les mêmes désillusions de la part de ces élus locaux. Et on en a eu tout au long de cette journée sur BFM TV qui nous disaient au fond qu'ils étaient épuisés et exaspérés parce que ces crises se succèdent et que finalement ils ont un peu les mains liées. Colonel Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile, est à présent avec nous. Vous entendiez ce qui se disait autour de ce plateau. C'est un travail collectif. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et discute pour les prochaines décennies. Comment est-ce qu'on va faire pour lutter, pour mieux travailler à cette Sur la partie de la sécurité civile, ce travail a été évidemment déjà préparé. Je tiens juste à rappeler, on a positionné des pélicandromes, c'est-à-dire des aires d'accueil d'avions, en 2020-2021 à Épinal-Mirecourt, par exemple, dans les Vosges. Et lorsqu'on a fait ça, certains pouvaient être dubitatifs de se poser la question de pourquoi mettre des aires d'accueil d'avions dans des zones périphériques ou dans des zones qui n'étaient pas touchées par les feux. C'est parce qu'on travaille aussi sur 2030 à 2050. Sauf que les projections météorologiques qu'on avait sur ces 2030-2050 sont déjà là. Donc, le directeur du service incendie de secours de l'Aude l'a bien dit tout à l'heure, Christophe Magny, la vitesse, l'explosivité du feu qui a eu lieu hier, ce sont des données qu'on pouvait envisager ou imaginer pour 2030-2035. Mais là, c'est d'ores et déjà le cas, c'est-à-dire qu'on a des vitesses de propagation, à des vitesses de sectorisation nécessitant chez nous de travailler différemment. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément prêt, on n'a pas, en tout cas là, ça a été encore plus vite que ce qu'on avait. Oui, tout à fait. La deuxième chose, c'est de vous dire qu'on a aujourd'hui spécialisé les spécialistes feux de forêt des sapeurs-pompiers. L'Aude est un département à risque, donc il a des spécialistes, et après on a multiplié le nombre de spécialistes en France. Arriver à 2000 sapeurs-pompiers comme on l'a en quelques heures, c'est aussi lié au changement et au fonctionnement. Donc beaucoup de choses ont été faites pour pouvoir faire évoluer notre capacitaire, nos dispositifs de réponse opérationnelle. Par contre, sur le sujet dont vous avez parlé avant, c'est-à-dire les végétaux, comment on travaille dans les forêts, comment on va faire évoluer ces forêts, en effet, certains éléments nous avaient été donnés en 2022, mais c'est pas en 2, 3, 4 ans qu'on peut changer les choses, c'est en décennies. Donc ça confirme des éléments qu'on avait déjà, et je tiens à le rappeler d'ailleurs, on est encore début août, donc nous, on est en train de préparer ce week-end avec les éléments qu'on a eu météorologiques qui sont très défavorables pour nous. On est en train de travailler pour générer des réponses capacitaires, donc terrestres et aériennes, qui viendront en renfort sur les différents départements touchés. C'est tout ce travail de coordination qui est le nôtre. Un mot sur ce que disait le colonel Christophe Magny, le directeur du SDIS de l'Aude. Il parlait donc de ces flammes qui avançaient, enfin de ce feu qui avançait à 1000 hectares à l'heure et des flammes de 10 à 15 mètres de haut.
c'est un immeuble, en fait, devant les pompiers. Exactement, il faut penser à un immeuble de flammes qui avance à la vitesse de la marche. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner. Et donc hier, en plus dans la priorisation, très rapidement, nous on l'a vu depuis les centres opérationnels, vous aviez dans l'axe de propagation du sinistre et sur les flancs, des villages directement touchés. Donc ça veut dire que vos premières actions, même si vous avez 500, 600, 700 sapeurs-pompiers, ce qui était notre cas, vous les mettez en configuration de défense de points sensibles. Hier en plus, on a eu l'aide de nos moyens aériens, qui a été indispensable et pour aider les équipes au sol à travailler, à progresser, et pour les protéger, puisqu'on a eu des mises en sécurité de personnel au sol avec des largages de sécurité, c'est-à-dire que les personnels, s'ils n'ont pas de largage, ne peuvent plus travailler, voire même risquent leur vie. Donc c'est toute cette coordination-là qui a été faite dans les premières heures hier, et ça a été anticipé, parce que j'ai vu quelques échanges par rapport à la météo, on savait qu'on était en risque très sévère, nous avions mis un maximum de moyens à proximité, donc le risque, on le connaissait, et nous, on avait déjà prépositionné. C'est-à-dire qu'on avait anticipé qu'il pouvait y avoir un problème sur ce département, ce qui veut dire qu'il y a quelques années, on aurait peut-être moins bien anticipé et on serait face à un feu qui serait encore plus important qu'actuellement. En tout cas, on n'aurait pas pu mettre autant de moyens il y a quelques années, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'avait pas autant de spécialistes formés en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en effet, avec Météo France, on a une convention et on a des échanges où on a des experts météo qui, 2 fois par jour, nous analysent le lendemain et le surlendemain pour pouvoir anticiper. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous on travaille déjà sur les 24-48 prochaines heures. La journée de demain, ça a été redit par une agente des forêts, est dangereuse pour nous. Ils sont très inquiets pour demain. On est très inquiets pour demain. Et au-delà de cette zone-là, on regarde le reste des départements, le Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, et on a aussi des températures et des inquiétudes potentielles pour le week-end. Donc nous, on travaille à générer des effectifs sur cette période-là. Et la question, on en parlait, c'est évidemment celle des moyens. Anthony Lebos, on le sait, il y a souvent des discussions, des débats autour de ces moyens parce que ça coûte très cher et qu'on est en plus dans une période où il faut resserrer le plus possible les budgets. Ce type d'actualité, ce type d'incendie, ça peut être aussi relancer la question d'intensifier, d'augmenter les budgets consacré à la lutte contre les incendies. Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, avait annoncé vouloir sanctuariser des moyens supplémentaires dans le budget 2026 pour la lutte contre les incendies. Bruno Retailleau, le mois dernier, avait annoncé son souhait de commander 2 Canadair supplémentaires. On sait qu'il y en a déjà 2 qui ont été commandés, qui devraient être livrés, je parle sous votre contrôle, peut-être aux alentours de 2028, 2029, 2030. Il y en a 2 autres qui avaient été annulés, là aussi je parle sous votre contrôle, par décret sous gouvernement Attal pour réduction de budget. On va peut-être écouter l'échange avec le Premier ministre. On y reviendra juste après, merci Anthony. On a eu plus de 30 victimes dans la région, et ça a débouché sur la taxe GEMAPI. Cette taxe GEMAPI, elle permet de gérer tout ce qui est inondation, mais surtout elle a le mérite d'être une taxe complètement transparente. En tout cas chez nous, dans notre communauté de communes qui perçoit cette taxe, 100% est redonné aux syndicats qui gèrent les bassins des rivières. Aujourd'hui, je pense qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'événements comme ça. Est-ce que vous croyez que la population n'est pas prête à accepter de payer une taxe telle que la GEMAPI, une taxe qui serait complètement transparente, qui représenterait la valeur d'1 ou 2 paquets de cigarettes, qui est cher à mon président, il fait souvent la comparaison, par habitant et par an, et qui permettrait de munir des pompiers, d'acheter des Canadair, dans la mesure où ça serait fait vraiment par transparence. Est-ce que ce ne serait pas une taxe qui serait honorifique et qui passerait auprès de la population? Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une piste qui... Tout étudier. Et on va le faire ensemble. Il faut que ce soit transparent. Oui. Vous savez ce que les gens pensent. L'argent, on paye, mais on ne sait pas où il va. Il faut une taxe, on collecte 100, on redonne 100 par transparence au département, à la gestion on entend cet échange, toujours des demandes évidemment de la part d'élus, de la part d'agriculteurs qui ont un message à chaque fois à faire passer à François Bayrou, qui réclame davantage de moyens, ici via la mise en place d'une taxe. On le disait Anthony, il y a cette question du budget en ce moment qui est compliquée, mais ça relance en tout cas la nécessité d'en consacrer une partie à cette lutte contre les incendies. Il y a des secteurs sur lesquels on ne peut pas faire d'économie finalement. Oui, un Canadair, ça coûte entre 60 et 64 millions d'euros, donc ça coûte très cher. Ça prend pas 6 mois pour les fabriquer, évidemment. Il faut relancer toutes les chaînes de production. Et le fabricant, qui est un fabricant canadien, a relancé ses productions il y a très peu de temps. Et évidemment, il coule sous les demandes. Donc ça prendra évidemment du temps de renforcer ses moyens aériens. Reste que c'était la promesse d'Emmanuel Macron en 2022 que d'ici 2027,
la flotte de Canadair allait être renouvelée, que 4 Canadair supplémentaires allaient être commandés. Je le disais avant qu'on écoute le Premier ministre, mais 2 commandes de Canadair avaient été annulées en 2024 sous le gouvernement Attal pour réduction de budget. Ça a été pointé du doigt par un rapport parlementaire l'année dernière avec 2 députés qui avaient mené cette mission et qui avaient estimé que la flotte était vieillissante et sous-dimensionnée pour faire face à la multiplication des feux. Donc il y a évidemment ce sujet éminemment important des moyens qui doivent être renforcés et la sécurité civile comme les pompiers disent évidemment depuis le début de la journée qu'il n'y a jamais assez de moyens pour lutter contre les incendies. Colonel Alexandre Joissard, vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. Aujourd'hui, est-ce qu'on a assez de moyens pour lutter contre cet incendie, mais aussi pour lutter dans les prochaines semaines qui arrivent? On sait avec Kevin que les prochains jours vont être très durs sur le front de la météo, il va faire très chaud, du vent aussi également. Est-ce qu'on est prêt à lutter contre des feux peut-être simultanés? Alors, je vais vous apporter plusieurs réponses. Première réponse, c'est de vous dire qu'il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'être au Canada pendant les feux du Manitoba, parce qu'on a des échanges avec les centres opérationnels. Et lorsque j'étais à Ottawa, ce type de feu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des milliers d'hectares, et donc 1000 hectares qui passent par heure, vous pouvez rajouter 2-3 avions et vous pouvez rajouter des véhicules au sol. À un moment donné, ça a ses limites. Et ne serait-ce qu'en termes de coordination, hier, c'est cette épreuve qui a été réalisée par le service incendie de secours de l'Aude avec l'ensemble des effectifs qu'on a transmis. Arriver à coordonner autant de moyens, c'est une prouesse. Et donc, si vous rajoutez 500 ou 1500 sapeurs-pompiers d'un coup, en plus, c'est pas si évident que ça que vous allez avoir des effets immédiats. Premier point. Deuxième point, vous dire que en termes de moyens, hier, le capacitaire, que ce soit en avion ou en moyen terrestre, était exceptionnellement haut. Donc, en effet, on ne peut pas aujourd'hui cristalliser sur le manque de moyens par rapport à l'intervention d'hier. Ensuite, dire que d'ici à 2030 et à 2040, on va avoir besoin de plus en plus de moyens. Je crois que du côté de mon ministre de tutelle, en tout cas, Bruno Retailleau, j'ai eu la chance et nous avons eu la chance d'avoir des échanges réguliers au centre opérationnel et que l'objectif est clair et il y a une volonté de développer et ça a été le cas aussi sur la partie terrestre avec les pactes capacitaires. On a multiplié nos moyens et on va continuer à vouloir le faire dans les prochaines années, c'est une certitude. Mais je souhaite juste mettre une nuance. Lorsqu'on est sur des feux d'une telle ampleur, les moyens c'est important, mais il y a toujours une limite capacitaire. Vous avez raison de le dire et de rappeler que ce n'est pas rien qui est fait, qu'il y a tout le temps des investissements aussi qui sont mis en place. Un mot, on parlait tout à l'heure des moyens, de la coordination parfois européenne qui se met en place. Anthony Lebousse, vous aviez une information selon laquelle pour le moment la France n'a pas émis de demande à d'autres pays. Absolument, c'est le centre de crise de l'Union européenne qui a été joint par BFM TV et qui affirme... Pardonnez-moi Anthony, on y reviendra dans quelques minutes, on va écouter François Bayrou à nouveau. Mais on vous fait confiance, c'est toute l'économie du département qui peut tomber. Les Corbières, c'est le poumon vert de la faune, la flore, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi un poumon touristique et économique. Là, le département peut tomber. Donc soyez à la hauteur, tous autant que vous êtes. Nous, on le sera, on y est déjà depuis hier, tous autant qu'on est. Je pense qu'on a été à la hauteur, et message particulier à tous les sapeurs-pompiers, ce sont des héros. Ce sont des héros. Et rendez-leur l'hommage qu'ils doivent. Et soulignons l'effort du département dans le soutien aux IS. Merci Laurent. La situation particulièrement difficile pour nous. Bien sûr. Je connais les problèmes. Allez voir survoler. Et vous verrez des villages de 120 habitants où il y a des gens qui vivent et qui se battent, qui aiment leur territoire. L'eau ne doit pas être un département oublié. C'est pour ça qu'on est... Je sais et ça nous touche. Vous êtes arrivé tout de suite. Je sais. Merci. Je sais. Merci, monsieur le Premier ministre. Voilà, cet échange très émouvant entre cet habitant de l'Aude et le Premier ministre, toute l'économie du département qui peut tomber, dit-il. L'Aude ne doit pas être un département oublié, et François Bayrou qui lui dit c'est pour ça que nous sommes là, c'est aussi ça l'intérêt de ce déplacement pour le gouvernement, Anthony. Oui, écoutez les habitants, les élus. C'est vrai qu'on a assisté ici à un témoignage assez touchant et émouvant de cet habitant qui dit que l'Aude ne doit pas être oublié, que le département peut tomber. Soyez à la hauteur, a-t-il lancé au Premier ministre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, hein. Il va falloir reboiser, il va falloir reconstruire, il va falloir indemniser aussi, évidemment, que les habitants de l'Aude écouteront avec une grande attention
le point presse de François Bayrou qui pourrait peut-être annoncer des mesures d'urgence et d'accompagnement pour tous ces habitants qui sont touchés durement par cet incendie. Colonel Alexandre Joissard, en parallèle, il y a toujours ces pompiers qui sont mobilisés. On le voit à l'instant, enfin, en ce moment, des images en direct de ces avions qui continuent de déverser de l'eau pour contenir cet incendie. On est au lendemain de l'incendie, quelles sont en ce moment les priorités? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple que la plupart des habitations sont désormais à l'abri, qu'il faut se concentrer sur les flammes, ou il y a encore ce travail-là à faire? Oui, on est déjà sur cette phase-là, mais la première phase, c'est-à-dire la protection des habitations, pourrait revenir en fonction des changements de vent et des évolutions. Mais là, en effet, par rapport à hier où l'objectif était de défendre des centaines de points sensibles, là on a la chance de pouvoir concentrer nos équipes et c'est ça qui permet de contenir à peu près le feu aujourd'hui, c'est-à-dire de concentrer nos moyens aériens sur un flanc, un côté du feu, et que les moyens terrestres puissent travailler de l'autre côté. J'ai entendu assez bien le directeur du service incendie de secours de l'Aude, il expliquait, ils ont fait 4 postes de commandement, c'est-à-dire un poste de commandement à l'origine du sinistre, qui est le poste principal dans lequel ils sont actuellement. Vous avez 3 autres postes. Ces postes-là permettent de coordonner les moyens en fonction des secteurs. Donc secteur gauche, secteur droit, flanc droit, et un secteur à l'avant du feu. L'objectif à l'avant du feu, puisque sur des vitesses de propagation telles que celle-ci, il est difficile de se mettre face au feu, c'est de trouver des points de rendez-vous, c'est-à-dire de se donner rendez-vous avec le feu à 1h, 1h30, 2h, sur des zones qui sont un peu plus accessibles pour nos moyens, et de mettre des moyens de manière massive pour pouvoir refuser l'accès au feu. C'est vraiment difficile, et ça, c'est le travail qui est actuellement mené, parce que lorsque vous avez 15 000 hectares et 90 km de lisière, il faut imaginer que vous avez des centaines de barbecues ou des centaines de feux de camp qui n'attendent qu'une chose, c'est reprendre ou partir dans leur axe de propagation. Alors qu'on voit ces images en direct de complons d'eau, des images mises en image par nos envoyés spéciaux, Antoine Forestier, avec ses hélicoptères bombardiers d'eau qui continuent inlassablement d'essayer de traiter le feu, de traiter les flancs du feu, nous disait le colonel Alexandre Joissard. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que cela fait maintenant près de 24 heures que les pompiers sont en train de lutter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ressentent les pompiers là, qui sont au contact des flammes? Comment ça se passe quand on est pompier avec 6 kilos sur le dos de tenue? Est-ce qu'on est prêt à tenir dans la durée? Est-ce qu'on a déjà été confronté à ce type d'incendie? Alors là, les Audois, malheureusement, nos spécialistes feux de forêt qui sont présents sur les lieux, la plupart ont déjà connu des feux puisque l'Aude a été régulièrement touchée par les feux. Deuxièmement, vous dire que sur la partie équipement, en effet, c'est fatigant. Lorsque vous êtes avec 37 degrés, vous êtes face aux flammes, que vous avez dû protéger des populations, c'est bien évidemment usant. Et c'est pour ça qu'avec le centre opérationnel avancé qui est à Nîmes, nous avons eu des discussions dès hier pour savoir comment nous allions relever les personnels. Donc les différentes colonnes qui étaient présentes, c'est-à-dire une colonne c'est 80 sapeurs-pompiers, on avait positionné plusieurs colonnes dans le sud, notamment dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. On les a fait revenir pour pouvoir renforcer ce dispositif, relever les personnels, qui là pendant 24 heures ou 12 heures génèrent du repos. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de pompiers mobilisés, c'est pour effectuer des rotations, c'est ça? Bien sûr, parce qu'il est important de penser à la durée. Un feu comme cela, dans 2 heures, je vais malheureusement pas pouvoir vous annoncer qu'il est éteint. Oui. On sait qu'on va être sur plusieurs jours d'extinction et que malheureusement, lié aux données de ce week-end, on va devoir utiliser d'autres équipes pour pouvoir protéger le reste des départements de l'arc méditerranéen, sud-est de la France, mais aussi sud-ouest, puisque le sud-ouest est annoncé comme changeant potentiellement de couleur dans les 48-72 heures. Donc ce sont tous ces éléments-là qu'on est obligé de prendre en base arrière de manière stratégique, en termes de coordination, et puis ne jamais oublier que le terrain commande, et donc le directeur ou là, le directeur adjoint de l'Aude nous font remonter des informations précieuses pour pouvoir les aider. Alors vous le disiez, plusieurs jours plusieurs jours pour éteindre cet incendie, ces moyens qui se coordonnent, des pompiers qui viennent de tous les départements, et donc il y a potentiellement parfois